Bonjour monsieur. L'homme est depuis plusieurs semaines en hôpital psychiatrique suite à un placement d'office. Il est accompagné d'une infirmière. Sous tutelle depuis 5 ans, il se plaint qu'on lui interdise de travailler. Bien, donc je suis Pierre-François Martineau, juge des tutelles. Le juge a été alerté par l'association qui gère sa tutelle, l'UDAF. Et je demandais la tutelle et maintenant je veux l'enlever, je peux pas. Depuis que je suis sous tutelle, je peux plus aller au travail parce que le tuteur il a interdit que je travaille. Et je vous jure que c'est pas des conneries. D'accord. Enfin, en tout cas, d'une manière générale, avec l'UDAF, ça se passait pas très bien apparemment. Non, dès que je Parce voulais que, demander un supplément pour aller au travail, il voulait pas. apparemment, On vous a il- donné la possibilité d'essayer que les choses s'arrangent. Ça ne s'est pas arrangé. Bon, et bien maintenant, vous allez avoir des décisions de justice qui prendront les décisions à votre place. C'est navrant, c'est comme ça, et ça sera ainsi. Ils sont plus de 7000 en France. Ils prennent 14 millions de décisions chaque année. Ils peuvent changer nos vies au nom du peuple français. Vous avez été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour des faits de meurtre. Comment voulez-vous que je m'en sorte, madame la juge? 2014, je suis tombé en 2001, s'il vous plaît. Jamais nous n'avons autant fait appel à eux, et pourtant, 2 Français sur 3 n'ont pas confiance en leur justice. Je lui ai craché à la figure, bien sûr. Le litige aujourd'hui, il est entre vous et le procureur de la République qui représente la société. Qui sont ces femmes et ces hommes qu'on dit les plus puissants et les plus seuls de France? Comment travaillent-ils? Avec quelles convictions? Avec quels doutes? 3 juges, 3 portraits, 3 regards portés dans l'intimité de leurs décisions. Aujourd'hui, le juge d'instance. Il est dans chaque ville et chaque campagne. C'est lui qui règle les conflits de la vie ordinaire. L'idée de permettre à chacun d'accéder à la justice fait pleinement partie, oui, des raisons pour lesquelles je fais ce métier, qui m'ont poussé à le faire et de la manière dont je l'exerce. C'est vraiment la justice qui se transporte au milieu de la campagne, régler les litiges. Pierre-François Martineau est juge d'instance à Châteaubriand, petite sous-préfecture de Loire-Atlantique. À 32 ans, c'est son 2e poste depuis qu'il est sorti de l'École nationale de la magistrature, où sont formés la quasi-totalité des juges. 2 jours par semaine, il fait la route depuis Nantes, où il vit, pour présider le tribunal d'instance, installé dans une aile du château. Pour l'assister dans ses fonctions, 3 secrétaires greffières et une greffière en chef. Ça va? Oui. Ce matin, comme tous les mois, c'est l'audience civile. Pierre-François Martineau doit la présider. Parisien d'origine, il est l'unique juge du tribunal de Châteaubriand. Depuis 2 ans, il assume seul la gestion des dossiers. Il est aussi seul à rendre les jugements. Il n'y a pas trop d'expulsions. Je pensais qu'on en aurait beaucoup plus que ça avec la fin de la période hivernale, là où les expulsions étaient interdites, mais on n'a pas trop de demandes. Combien de dossiers là ce matin? J'ai pas compté, mais vu le nez, je dirais 40, 45 à peu près. Mais en nombre, en variété, ouais, c'est assez représentatif. C'est assez représentatif quand même de ce qu'on peut avoir. L'audience civile, c'est un des piliers de l'instance. Une justice de proximité
où le juge doit trancher sur des affaires ordinaires pour des sommes ne dépassant pas 10 000 euros. Bon, on va y aller. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dans la salle, des gens de toutes origines. Et dans les dossiers du juge, des litiges de toutes sortes. Première affaire, des loyers impayés. L'office HLM, propriétaire du logement, est représenté par un avocat. Un contentieux ordinaire, a priori. Vous n'étiez pas venu effectivement la dernière fois et il m'était apparu que vous n'étiez tenu à la dette de loyer que jusqu'à la transcription de votre jugement de divorce, du jugement de divorce. Donc vous avez quitté votre mari en fait en septembre 2004, oui. C'est ça? Oui, oui. Et les premiers impayés de loyer sont postérieurs en fait à cette date. Ah ben oui, c'est ça. C'est pas compliqué, de toute façon, depuis septembre 2004 que je suis partie, il n'y a eu ni eau, ni électricité, ni loyer, rien de payé. Donc voilà. À quelle date le jugement de divorce a été transcrit sur les registres d'état civil? Vous avez février 2006. D'accord. Mais ça, il est hors de question que je paye les loyers jusqu'en 2006. Je vous le dis tout de suite. Il y aura saisie, il y aura ce qu'il voudra. D'abord, moi, j'ai rien, il a gardé tout l'immeuble. J'assume mes 3 enfants. Tout était à jour quand je suis partie. Il est hors de question que je dépense un centime pour lui. Si vous voulez, on a... alors, il y a 2 points à voir. Attendez, Madame Congeur. J'ai un prêt à la banque, c'est moi qui l'encaisse. Il y a 9 000 euros. Je suis toute seule à payer. J'ai un salaire de 800 euros. J'ai 3 enfants. Je fais comment? C'est moi qui me retrouve dehors. Et puis lui, qui devant sa télé avec sa vinasse. Comme d'habitude. Ce qui me touche le plus, c'est situations dans lesquelles on voit des gens se débattre, finalement, faire des pieds et des mains, faire tout ce qu'ils peuvent pour réussir à sortir des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit des difficultés financières, psychologiques, sociales, enfin voilà, mais qui finalement font tout ce qu'ils peuvent et qui n'arrivent pas à en sortir. De toute façon, je ne perds pas. Attendez, madame, laissez-moi finir. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'OPAC, vous êtes tous les deux solidairement tenus au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce. Et moi, c'est le seul rapport, pour l'instant, qui me concerne, puisque c'est l'OPAC qui agit contre vous et votre ex-mari. C'est-à-dire que vis-à-vis des tiers... Il est considéré non solvable. De toute façon, quand je suis partie, c'est tout ce qu'il a su me dire. Qui c'est qui va payer les factures? C'est vachement. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Donc... Bah écoutez, madame, je rendrai la décision donc, le 25 avril. Vous la recevrez chez vous, hein, vous n'aurez pas à vous déplacer. D'accord. De toute façon, c'est clair. Je n'en ai pas un centime. Ça paraît injuste, effectivement, pour elle. Ça paraît totalement injuste. Je me suis retrouvé heurté au butoir, qui est la date de publication du jugement de divorce, quoi. Et c'est sûr que j'ai pas pu aller au-delà, même si, effectivement, j'aurais bien aimé, parce que de son point de vue à elle, c'est vrai que c'est une décision qui est injuste, mais bon, c'est... voilà. Le droit n'est pas la morale, et je dirais pas que là le droit est injuste, c'est le droit paraît injuste, est injuste de son point de vue à elle, mais pas injuste du point de vue du propriétaire. Bonjour messieurs. Relisez votre contrat de location. Vous avez l'entretien des conduits en ce qui concerne le gel. Sur la facture que vous nous mettez, c'est marqué siphon de bidet, accessoires et fournitures divers, main-d'œuvre, réalisation, essai, prise en charge. Je vous ai facturé qu'une partie, j'en ai pris une partie à ma charge. Vous ne voyez pas que le joint a changé? Il y avait d'autres problèmes dans la maison. D'accord, bon, écoutez, je verrai ça. Ensuite, est-ce que je peux, excusez-moi, est-ce que je peux vous lire ce que j'ai relevé, moi, par rapport à l'état des lieux? Ce qu'il y avait à remettre en état?
Il y a pas mal de choses. Ça, c'est l'état des lieux. C'est un relevé de l'état des lieux, oui. De ce qu'il y a, de ce qui... Moi, je conteste totalement. D'ailleurs, On me retrouve l'a sous l'évier proposé le qu'il y a 15 débouchon de jours. bacs de l'évier, sur le mur entre la cuisine et la salle de bain, en continu de la faïence. Un revêtement de plastique adhésif a été collé au mur. Il se décolle en partie inférieure. Si vous voulez, on peut peut-être prendre plutôt ce que vous demandez. Et moi, je vérifierai après. Si M. Fourreau conteste, moi, après, je vérifierai en comparant les états des lieux, effectivement, ce qui est la responsabilité locative et ce qui ne l'est pas. Et voilà. Je termine quand même pour mon adhésif. Là. C'est pas très compliqué. J'en ai presque On ne peut pas faire bout de scotch par bout de scotch sur les murs de la maison parce qu'on ne va pas s'en sortir, monsieur Robert. C'est assez grave parce qu'il y a des brûlures qui étaient cachées dessus, en fait. Qui sont dans l'état des lieux. Mais le juge d'instance, c'est un régulateur social. C'est le juge qui tranche les petits litiges de la vie quotidienne, soit les questions de voisinage, etc. Donc des questions qui sont susceptibles de toucher n'importe qui une fois dans sa vie. Le juge d'instance, c'est l'arbitre un petit peu du quotidien de la vie en société. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas beaucoup d'autres pièces qui sont mises en cause. Je vais vous montrer les détails, monsieur. Oui. Donc ça c'est le fauteuil, sauf que c'est la même fauteuil. Voilà. Donc, le fauteuil qui est percé, ça c'est donc le milieu, c'est déchiré. Oui, donc c'est le pied. Après, le pied, c'est un pied qui se visse, ça il faut le trouver. 2 euros ou 3. Il faut le trouver, ça se fait plus, monsieur. Les dossiers que je peux avoir à traiter à Châteaubriand, c'est une justice de luxe dans le sens où parfois on peut passer des heures sur des dossiers, mais ça c'est propre à l'instance. D'avoir finalement un litige dont l'enjeu peut être 100 euros par exemple. En termes de coût social, c'est énorme. Du temps de juge, du temps de greffier, c'est un coût social très important. On peut passer des heures aussi sur un litige comme ça qui peut être très discuté à l'audience et puis finalement poser des questions de droit aussi importantes, voire plus compliquées encore qu'un litige à 10 000 euros. Est-ce que vous m'avez envoyé un recommandé? Mais c'est pas question d'envoyer un recommandé. Si, parce que ça, c'est le recommandé. Moi, je suis certain que vous avez déjà reçu un recommandé. C'est pas ça. On n'est pas obligé d'envoyer un recommandé pour une lettre de rappel. Heureusement d'ailleurs. Pourquoi vous me relancez 2 ans après? Un truc que forcément je vais avoir oublié. Moi je l'ai fait intervenir combien de fois? Je vous ai fait intervenir combien de fois? On va essayer d'être très très clair. Est-ce que oui ou non, il y a eu des travaux chez vous de changement d'ardoise? Pour moi, Aujourd'hui, le juge Martineau sillonne la juridiction de Châteaubriand à la rencontre de personnes âgées qui n'arrivent plus à gérer seules leurs affaires. Oui, mais si vous êtes cloué au lit, par exemple, comment vous faites? C'est une autre facette de son travail. Les juges d'instance sont aussi juges des tutelles. Mais je vous garantis de me crever sur la route. Parce que moi j'ai travaillé toute ma vie, mais je n'irai certainement pas crever dans les maisons de retraite pour qu'on me pète la boule. C'est pas mérité ça, va. Mais alors là, non. Bon, je vais bien vous dire honnêtement, mes enfants ne veulent pas me voir. Ils ont raison. Ça, c'est bien égal. Mais au fond, est-ce que j'ai chez moi, c'est à moi. Bon, on va rester sur une curatelle simple. Oui, c'est ça. D'accord? C'est ça. Au revoir. La tournée continue. Le programme est chargé car le juge a rarement le temps de sortir de son bureau. Accompagné par une greffière et une jeune juge en formation, il a une matinée pour traiter 6 nouveaux dossiers de tutelle. Dans le jargon de la justice, on appelle ces sorties un transport sur les lieux. C'est déjà une obligation quand les gens ne peuvent pas se déplacer et que moi je dois aller les rencontrer pour discuter avec eux d'une éventuelle mesure de protection. Et vu que ça, c'est quand même aussi dans mon rôle d'apprécier quelle mesure est nécessaire, si c'est une curatelle ou une tutelle, il faut que je me déplace aussi pour voir si, très concrètement, la personne, est-ce qu'elle comprend, est-ce qu'elle est capable d'exprimer des idées, des opinions, de faire valoir ses intérêts, etc. Bonjour madame. Bonjour madame. Dans cette maison de retraite, le juge rend visite à madame Leroy, une nouvelle pensionnaire. D'accord. Madame Lécuyer, l'une de ses 3 filles, est également présente. Elle n'a pas le droit d'assister à l'entretien, d'autant qu'elle demande à gérer les affaires de sa mère
et que ses 2 sœurs s'y opposent. D'accord, donc vous savez comment ça fonctionne. En plus de décider de la mesure qu'il prendra pour la vieille dame, le juge va donc devoir trancher dans le conflit entre ses 3 filles. D'accord. Alors bon, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai dans le dossier, alors au départ ce sont vos 3 filles ensemble qui ont fait un courrier commun pour me dire que vous auriez besoin d'être aidés dans justement la gestion, les démarches administratives, les papiers, vous voyez, la gestion aussi de vos revenus, payer la maison de retraite, etc. Vous êtes dans cette maison de retraite depuis quand, Madame Leray? Depuis le début de l'année. Oui. Ça fait 7 mois. Et comment ça se passe? Bien. Bien, très bien. Très bien. Ouais. On est bien nourris, on est bien traités. Bon. C'est très bien. Je crois que là, et puis tel que je vous vois, et tel qu'ont pu vous voir aussi les médecins, je ne pense pas qu'il faille que quelqu'un s'occupe de tout à votre place, non. Mais que quelqu'un vous aide à le faire. Si. La mesure vers laquelle on pourrait envisager d'aller, ce serait un peu une mesure de curatelle renforcée, qui signifie que pour tout ce qui est gestion courante, c'est votre curateur qui s'occupera de gérer vos revenus pour payer les différentes charges, les factures, les choses comme ça, qui s'occupera, s'il y a des sous à récupérer à droite à gauche, qui s'en occupera. Oui, parce que je n'ai pas toujours la tête ni l'esprit à me gérer moi-même. Ça dépend des jours. D'accord. Qui pensez-vous qui serait le mieux placé pour s'occuper de de gérer tout ça? Sans discuter, la dame qui était là tout à l'heure, Madame Lécuyer. Alors c'est elle qui s'occupe de moi jusqu'à présent. Oui. Et compte tenu parce qu'il y a un conflit entre vos filles. Elles s'entendent pas très bien, visiblement, parce que je les ai rencontrées toutes les 3 déjà séparément, mais je les ai rencontrées déjà. Et visiblement. Celle qui met des ordres, c'est Madame. Oui. Elle a toujours eu des problèmes avec moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'élever parce qu'elle était... Une bonne partie des dossiers où il y a des rivalités financières ou affectives entre enfants à l'égard de leurs parents âgés qui feraient l'objet éventuellement d'une mesure. Donc c'est vrai qu'on rentre dans l'intimité des familles. Parfois c'est le grand déballage. Vous souhaitez vraiment que ce soit Madame Lécuyer? Ben oui, si elle accepte. Oui. Bien. Il faut gérer, il faut rester aussi extérieur au conflit et surtout ne pas prendre parti et bien afficher que surtout on ne prend pas parti. Mais si moi je désigne quelqu'un dont c'est le métier de le faire, ça vous gênerait? Ça vous gênerait beaucoup? Oui. Si Madame Lécuyer peut, elle est là, vous pouvez lui demander. C'est-à-dire que celle qui s'occupera de vos affaires risque d'avoir des problèmes avec les autres qui viendront peut-être mettre... Vous pensez pas? Non, pas plus qu'aujourd'hui. D'accord. Bon, écoutez, très bien. Merci de votre accueil. Au revoir, madame. Bon, je vous rends votre mère. Voilà. Elle m'a confirmé qu'elle souhaitait que ce soit vous qui exerciez la mesure. Bon. Du coup, ce que je vous indiquais sur le fait que le conflit avec... indécis, je sais pas, mais le partager, disons, sur le fait que le conflit avec vos sœurs pouvait rendre la mesure difficile. Ça gênerait beaucoup votre mère aussi, quelqu'un d'extérieur à la famille, visiblement. Voilà. Bon, maintenant, je dirais que je vous laisse... Je vous laisse ce juge, voilà, entre guillemets. Bon, écoutez, je verrai ça. Donc le jugement sera rendu le 22 juin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. À mon sens, l'acte de juger, c'est un des actes les plus difficiles qui soit. Donc un des métiers de juge, je pense, est un des métiers les plus difficiles qui soit, par le poids des responsabilités, par l'impact des décisions qu'on peut prendre, par l'importance qu'elles peuvent avoir dans la vie des gens. Et parfois, c'est vrai que la prise de décision n'est pas facile. Sur des questions de droit ou sur des questions purement d'appréciation de situation. Appréciation des situations, parfois, peut être effectivement très, très difficile. Au tribunal de Châteaubriand,
Les tutelles représentent plus de 850 dossiers à suivre. C'est quasiment la moitié du temps de travail du juge et de son équipe. Des personnes âgées, mais aussi des orphelins et des handicapés physiques ou mentaux. Il les reçoit une journée par semaine dans son cabinet. D'accord. Allez, merci. Au revoir, madame. Monsieur. Son rendez-vous suivant, un homme atteint de graves troubles psychiatriques qui peuvent le rendre violent. Alors, pas d'objet contondant qui traîne. S'il y a vraiment un gros problème, on a une vague sonnette qui sonne dans le bureau là-bas. Mais bon. C'est le bouton, on l'utilise jamais. Voilà, c'est ça. Bon, on s'en est jamais servi, hein, ceci dit, hein, du bouton d'alarme là. Bon, ça se passe bien quand même généralement, pas de problème. Bonjour monsieur. L'homme est depuis plusieurs semaines en hôpital psychiatrique suite à un placement d'office. Il est accompagné d'une infirmière. Sous tutelle depuis 5 ans, il se plaint qu'on lui interdise de travailler. Bien, donc je suis Pierre-François Martineau, juge des tutelles. Le juge a été alerté par l'association qui gère sa tutelle, l'UDAF. Et je demandais la tutelle et maintenant je veux l'enlever, je peux pas. Depuis que je suis sous tutelle, je peux plus aller au travail parce que le tuteur, il a interdit que je travaille. Et je vous jure que c'est pas des conneries. D'accord. Enfin, en tout cas, d'une manière générale, avec l'UDAF, ça se passait pas très bien apparemment. Non, dès que je voulais demander un supplément pour aller au travail, il voulait pas. Apparemment, il y a eu des problèmes relationnels importants entre vous. Aussi, ils ont dit qu'un jour, vous avez débarqué dans leur bureau et que ça s'est très mal passé. Aussi, lui, il voulait me cogner. Il voulait me cogner, le tuteur. Vous croyez? Ah ouais? Ouais. Enfin, il y avait eu du matériel, enfin voilà, enfin bon, ça a été, ça s'est vraiment pas bien passé ce jour-là, quoi. Non, pas de matériel de cassé, rien. Et je l'ai pas touché non plus. Je lui ai gueulé dessus, oui, mais c'est tout, quoi. Normal, quoi. Ah non, mais il a pas dit que vous l'aviez frappé, mais que c'était pas loin. Non, j'aurais pas frappé. Bon, d'accord. J'ai déchargé l'UDAF à sa demande, hein, d'ailleurs, parce qu'ils estimaient que c'était un peu un rapport de force et que c'était plus possible. Et j'ai désigné une autre association, Confluence Sociale, qui est à Nantes, pour exercer la mesure, donc prendre la suite de l'UDAF. Je veux bien, mais je veux plus qu'ils gèrent le budget parce que je gagne plus d'argent quand je travaille. Je touche 600 € au lieu de 3000. Vous vous rendez compte? Il y a de quoi se mettre en colère. Mettez-vous ça dans la tête aussi. Je peux pas comprendre que vous puissiez pas admettre quelque chose. Qu'on ne m'empêche pas d'aller au travail, parce que là, je saccage le bureau, moi. Parce que moi, le travail, je rigole. Alors là, c'est le moment de l'érosion, quoi. Ça fait 4-5 ans qu'il y a la mesure, c'est l'érosion. Effectivement, il en a marre, ce qui se comprend. Hein. Ce sont des mesures qui sont attentatoires aux libertés. Oui, c'est retirer la liberté de gérer à quelqu'un pour une mesure de curatelle ou pour une mesure de tutelle, lui retirer en plus toute possibilité de faire ses propres choix de vie, ne serait-ce que l'endroit où elle va habiter, etc. C'est effectivement des mesures qui portent atteinte aux libertés, donc elles sont à utiliser avec discernement, vraiment dans les cas qui le nécessitent, absolument. Ça fait 5 ans que je supporte ça, je le supporterai plus longtemps maintenant. S'il faut casser du matériel pour qu'eux comprennent qu'on ne m'empêche pas d'aller au travail, je vais le faire. Si vous voulez, ça vous rendrait pas non plus forcément service parce que ça... Non, je sais, c'est moi qui paierai. Bah oui. Et vous aviez des offres de travail, hein? Bah oui, je suis boucher et des osseurs à la tâche. Ouais. C'était moi le meilleur à mon travail. Bon, ce qu'on va faire, monsieur le juge, c'est on va commencer à laisser bosser l'association, la nouvelle association Confluence, d'accord? Vous leur direz bien votre point de vue. Ah, mais si vous y mettez pas votre grain de sel, ça va être la même chose. Mais moi, je vais leur transmettre aussi votre point de vue. Et vous, quand vous leur verrez, vous pourrez en remettre une couche en leur disant on va laisser passer quelques mois, attendre de voir aussi l'évolution de votre hospitalisation d'office, hein, voir si ça évolue ou pas. Et puis, on va se donner le temps de refaire un point tranquillement, quoi. D'accord. D'accord, monsieur? Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir.
j'aurais pas de cas de conscience à maintenir la mesure, parce que là, l'utilité, la nécessité, elle est évidente, quoi, elle saute aux yeux. Donc, s'il ne travaille pas, c'est qu'il n'est pas capable de travailler. C'est-à-dire qu'il est désosseur, boucher des osseurs. C'est-à-dire qu'il travaille avec des hachoirs, des couteaux, des choses comme ça. Bon, je comprends que les médecins aient préféré lui dire « Bon, ben monsieur, peut-être qu'en invalidité, enfin, peut-être que ça ne serait pas raisonnable. » Ce qui est important, c'est que les gens ressortent de mon bureau ou de la salle d'audience en ayant le sentiment d'avoir été écoutés. S'ils ont l'impression d'avoir eu affaire à un abruti fini qui ne les a pas écoutés, qui n'en avait rien à faire de ce qu'il disait, même si, la décision qui leur donnera tort sera de toute façon mal reçue, pas acceptée, décrédibilisée et donc pas appliquée. Pour moi, c'est aussi important que la qualité de la décision qu'on rend. Contrairement aux juges d'instance des grandes villes, qui sont souvent spécialisés, Pierre-François Martineau gère des contentieux d'une extrême diversité. Il n'est pas rare qu'il change plusieurs fois de casquette dans la journée. Bonjour messieurs. Cet après-midi, il préside le tribunal paritaire des baux ruraux, une audience consacrée aux litiges entre agriculteurs. À ses côtés, pour l'assister, 2 représentants des fermiers et 2 représentants des propriétaires terriens. Je m'excuse de vous déranger. Cet agriculteur a loué pendant 6 ans un terrain sans jamais en payer les fermages. Depuis 2 ans, les propriétaires, 2 sœurs, essayent de récupérer leur argent. Avant de juger l'affaire, le juge et ses assesseurs vont tenter une conciliation. Donc aujourd'hui, le principe, c'est d'essayer d'arriver à un accord, par la discussion, en fait, au maximum. Si on avait été plus conciliant déjà, on ne serait plus là aujourd'hui. Non, si vous aviez été conciliant, c'est sûr qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ben non, oui, mais ce qu'il y a, c'est que... On ne vient pas là pour le plaisir. Ben non, moi non plus, c'est pas là si pour le plaisir. Si on s'était arrangé avant, ça aurait été mieux, mais... Partons du début, aussi. Partons du début, parce que la première année, j'ai quand même évacué tout le fumier qui était chez vous. Bon, je l'ai pris, c'est comme moi qui a fait les frais de ça, quand même. Mais vous en êtes servi du fumier. Comment? Vous vous en êtes servi du fumier, c'était pour vous. Le fumier, c'était pour mettre sur les terrains que vous exploitiez. Ah, bah, c'était pas pour mettre sur les terrains les exploiter, parce que c'était pas pour moi le fumier. Ah bah, on vous avait rien demandé, on ne vous a jamais demandé de nous faire du travail. Eh ben le foin, j'ai quand même botté tout le foin, comment? Botté tout le foin? Ah ben n'importe quoi quand même. Monsieur... Vous ne nous avez jamais fait aucun travail, rien du tout. Monsieur... Non, on ne vous a jamais... Attendez, on va reprendre les choses dans l'ordre. Est-ce que donc les sommes qui sont demandées, donc il y a 627,78 € pour les fermages 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 246 pour le solde du fermage de 98. Est-ce que vous reconnaissez que vous n'avez pas payé ces fermages? Oui, je reconnais que ça n'avait pas été payé, oui, ça c'est sûr. Et les montants sont bons? Ah ben, les montants sont bons, mais enfin ce qu'il y a, c'est que moi j'avais demandé la dernière fois que j'ai payé, je leur avais demandé s'il y avait quand même pas moyen de faire un peu de réduction. Non, une réduction, non, vous ne nous avez jamais demandé une réduction. Ça paye les impôts. Alors, elles n'ont pas été... Chaque litige cache un enjeu, cache quelque chose de beaucoup plus important en fait, qui dépasse complètement le litige, qui peut lui être anodin, paraître assez ridicule, voilà. Mais ça, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est un petit peu justement le contexte dans lequel il s'inscrit et pourquoi la personne tient tant et fait vraiment une question de principe de cette histoire-là. Est-ce que vous acceptez de les payer selon certaines modalités, peut-être avec des délais de paiement, quelque chose comme ça, ou est-ce que vous ne voulez pas les payer? Moi, je ne refuse pas de les payer, mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais qu'on accepte de le reconnaître quand même que j'ai fait comme du travail aussi. Moi, je vois un truc tout simple. Il y a un bail, il y a du fermage qui est dû, c'est clair et net, c'est tout simple. Et comme dit Evelyne, à ce moment-là, si vous avez mis du foin dans notre hangar, il fallait nous louer le hangar aussi. La location du hangar. On vous a jamais rien réclamé. C'est normal que je récupère l'argent de la ficelle du foin que j'ai bottelé. Oh ben voyons, et on va arriver à 4 000 et quelques euros là. J'ai l'impression que ça prend cette... Et vous croyez que moi je vais vous faire 4 000, 13 euros. Mais nous on a payé des taxes foncières. Oui, oui mais je comprends bien. Vous payez nos taxes foncières aussi. Je comprends bien, mais ce qu'il y a c'est que moi je ne veux pas faire les frais de... C'est pareil. Hein.
Bon, bah écoutez, on va donc simplement constater qu'il n'y a pas de conciliation, renvoyer le dossier au fond pour plaider. Donc c'est vrai que c'est nous qui rendrons un jugement. Donc le dossier est renvoyé au 20 juillet. Oui. Après, il faut aussi, si vous invoquez de votre côté des services que vous avez rendus, des choses comme ça, qui mériteraient rémunération, donc une réduction de votre dette, c'est à vous aussi de nous apporter la preuve de tout ça. D'accord ? Parce que si tu as vraiment les arguments pour demander quelque chose et que tu as des choses en face, à ce moment-là, il faut aller jusqu'au jugement. Sinon, vous lui arrêtez par là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, 20 juillet. J'ai pas dit que j'allais payer. J'ai pas dit que j'allais pas payer parce qu'on est là. J'ai vraiment payé. Alors, on a trop tard encore. Comment ? On a attendu que ça depuis qu'on est là. Vous voulez faire le chèque ? Comment ? Vous faites le chèque ? Ben oui. J'ai jamais dit que j'allais pas faire de chèque, mais j'avais besoin d'expliquer avant de faire le chèque, j'avais besoin d'expliquer ça. Mais c'est très bien. Je ne dis pas que je vais tout payer, mais je vais faire un chèque. Et ce que je voudrais, c'est de savoir quand même qu'on reconnaisse que j'ai quand même fait quelque chose, parce que je vous meurs arriver là et puis se faire saboter comme ça. Bon, vous voulez pas faire le chèque, on s'en fout. Ah ben si, je veux faire le chèque maintenant, c'est vous qui ne voulez pas discuter, c'est tout. Si vous voulez ça y est, on est en train de rabâcher. Ah bah oui, parce que vous ne voulez pas discuter, c'est tout. Bon, monsieur Hus, est-ce que vous acceptez de faire un chèque de 4013 €, et comme ça, on n'en parle plus? Mais je veux bien accepter, mais ça dépend. Il y en a qui disent moi je veux bien payer, mais c'est quand on en Bon, vous faites ou vous ne faites pas. Voilà, tout simplement, monsieur. Soit effectivement, aujourd'hui, il y a un accord là-dessus, on tourne la page, vous repartez, vous êtes libéré de cette histoire-là. Oui, je suis libéré de cette histoire-là, mais ce qu'il y a, c'est que comme... Mais vous repartez gagnant. Soit vous refusez, puis ça continue. Que j'ai fait du travail quand même. C'est tout ce que vous avez comme remerciement à faire. Alors 4000. 4000 tourons. C'est écrit dans la loi que le juge d'instance a une mission de conciliation déjà avant de pouvoir trancher. On dit toujours qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Bon, c'est vrai. C'est à partir du moment où la solution est négociée, où elle est discutée, où elle est acceptée par les gens, même si elle peut plus ou moins leur être défavorable sur certains points, c'est quelque chose qu'on privilégiera toujours. La conciliation a abouti. Pourtant, les échanges sont souvent vifs au tribunal paritaire des baux ruraux et les parties arrivent rarement à se mettre d'accord. C'est le chèque le plus long à remplir du monde. Alors, il a mal rempli, ça va falloir recommencer. Bon. Oui, mais il disait qu'il avait payé. Ça sent devoir ramer pendant une heure de rame. Une heure et demie. On a rarement vu une conciliation aussi longue. Là, ça vaut le coup de veiller pour voir l'émission. D'un rendez-vous à un autre, d'une vie à une autre, Pierre-François Martineau s'est habitué à passer sans transition du cocasse au tragique. Donc aujourd'hui, on se voit pour déterminer si le renouvellement de la tutelle aux prestations sociales est nécessaire. Cet après-midi, parmi ses rendez-vous de tutelle, un homme et sa curatrice, désignés par le juge pour l'aider dans la gestion de son budget et ses démarches auprès des services sociaux. Dans l'ambiance feutrée du cabinet, au détour d'un entretien de routine, c'est à une vie brisée que Pierre-François Martineau doit faire face. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le renouvellement de la tutelle aux prestations sociales? C'est ce que vous en pensez? C'est important, quoi. Quelque part, il faut que je continue parce qu'il y a eu pas mal encore d'événements ces derniers temps. Ouais. Vous pouvez noter au fur et à mesure, si ça vous en... Je parle pas de Clacrifon, mais par moment, j'en ai ras-le-bol de Curatone, mais j'en ai besoin, quoi. Par moment, vous trouvez ça lourd un peu, ouais. Qu'est-ce que vous trouvez lourd, en fait? Bon, on va y aller doucement. Vous souhaitez qu'on arrête 5 minutes pour... non? Comme vous voulez, hein, monsieur Philippot. Hein, si vous préférez qu'on prenne le temps, on peut prendre le temps.
on est confronté de plus en plus à une catégorie de personnes en matière de tutelle qui sont des personnes sans être atteintes vraiment de pathologies psychiques, sont finalement des gens qui sont complètement cassés, quoi, au fond du gouffre, qui sont empêtrés dans des difficultés dans lesquelles ils ne peuvent pas sortir tout seuls et pour lesquels finalement les outils, le suivi social traditionnel préalable est insuffisant. Vous avez eu un deuxième enfant en juin 2005, c'est ça? Vous êtes organisé, vous arrivez à le voir ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, donc, il y a eu, en 4 mois, il y a eu pas mal d'événements, quoi. Ouais. Il y a eu la mort de mon père. Bon, je suis peut-être un peu cru, mais je suis réaliste, je m'excuse déjà, mais je suis content qu'il soit parti, avec tout ce que j'ai vécu et subi, quoi, donc déjà. Ensuite, j'ai perdu mon chien, parce que je suis maître chien, donc là, je suis sans profession, sans travail. Et puis la mort de mon chien, ça a été terrible, quoi. J'ai pensé à lui, 12 ans, donc j'ai décidé de le faire incinérer. Donc je l'ai fait incinérer, j'ai gardé ses cendres. Puis là j'ai fait un effort, vraiment, je me balade avec lui, quoi. J'ai son petit sac avec le truc de descente, quoi, la boîte. C'est comme ça, quoi. Après il y a eu, j'ai eu une accident de voiture très grave, j'ai failli mourir avec d'autres personnes. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi surtout mon divorce, quoi, mon mariage. Et le deuxième enfant, je ne préfère pas l'avoir pour l'instant. Ça me fait mal, mais je ne vais pas non plus l'avoir. Donc j'ai que le grand. D'accord. Vous l'avez souvent, le grand? Le grand, je l'ai un week-end sur 2 et un mardi sur 2. D'accord. Et ça se passe bien? Avec le grand? Ouais, très bien. Ouais. Sauf qu'il y a la manipulation de côté, quoi. Il a quel âge? Il a eu 6 ans. 6 ans? Ouais. Bon, on va renouveler la mesure pour une nouvelle période de 2 ans pour poursuivre l'accompagnement qui a été initié déjà, avec des objectifs un peu plus... compte tenu aussi des changements, des bouleversements qu'il y a eu dans votre vie cette dernière année. On a à traiter des situations assez désespérées et parfois désespérantes aussi. Il peut y avoir une espèce de contagion un peu du malheur des gens sur le juge, enfin sur moi pour parler de moi. Pierre-François Martineau n'est juge d'instance à Châteaubriand qu'à mi-temps. L'autre moitié de la semaine, il est juge de correctionnel au tribunal de grande instance de Nantes. Tous les vendredis, il préside une audience consacrée au délit routier. Les juges appellent ça une audience muscadet, car il s'agit presque exclusivement de cas de conduite en état d'ivresse. Ouais, c'est-à-dire que bon, c'était la période... Changement de décor et changement de rythme. Ici, c'est l'abattage. 35 dossiers en une matinée, une audience marathon de 6 heures minimum et un juge qui cette fois punit sur le champ avec des peines parfois sévères. Exemple, ce multirécidiviste en sursis qui a également commis un délit de fuite. Vous savez en quoi ça consiste, le sursis, monsieur? Oui, tout à fait. Ouais. Vous savez qu'en 2003, donc un mois avec sursis, le président avait dû vous expliquer, si vous commettez une nouvelle infraction, entraînant une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme dans un délai de 5 ans, le sursis tombera et vous auriez donc cette peine à exécuter en plus de la nouvelle condamnation. Ouais, la règle du jeu, vous la connaissiez. Oui, c'est pour ça que j'ai pris peur. Bien. Madame le procureur, je vous écoute. Oui. Monsieur le Président, je crois que Monsieur Bombilbrami n'est pas là juste parce qu'il a peur et parce qu'il a été pris en état d'ivresse. Je rappellerai que le délit de fuite, il est là. C'est pas simplement la peur de la police, c'est l'irresponsabilité d'un conducteur face à son comportement. Je requiers à son encontre une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme. Je vous demande de lui imposer un stage de prévention routière à titre de peine complémentaire et de prononcer une annulation de son permis de conduire pendant une durée de 10 à 12 mois et 150 € d'amende pour la contravention. Merci, Madame le procureur. Maître Vigneron. Monsieur le Président, quelques observations dans l'intérêt de monsieur.
Vous allez prononcer très certainement l'annulation du permis puisqu'il est en état de récidive. Vous allez prononcer sans doute également des amendes par rapport aux divers délits commis. Je ne vois pas la nécessité de lui infliger une peine d'emprisonnement. Je puis vous dire qu'il a compris. Et je vous assure qu'on ne l'y reprendra plus. Voilà, Monsieur le Président, mes observations en ce qui concerne Monsieur. Bien, monsieur. Par jugement contradictoire, vous êtes déclaré coupable, condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement. Le tribunal prononce l'annulation de votre permis de conduire et pour le défaut de maîtrise, 150 € d'amende. Donc, cette condamnation signifie que vous allez avoir donc 45 jours d'emprisonnement exécuté qui entraîne révocation du sursis du 6 février 2003. D'accord? Donc, en tout, 2 mois et demi d'emprisonnement. Vous reverrez tout ça dans un instant au bureau de l'exécution auquel va vous conduire madame. Au revoir, monsieur. Oui, je t'ai pas raconté les comparateurs de ce matin. Non. Il y a 5, il fait y en avoir 6. Fatigué. Fatigué. Tu vas à Châteaubriand demain? Ouais. D'un tribunal à l'autre, les allers-retours incessants que doit faire Pierre-François Martineau sont éprouvants. Mais il en a besoin. Solitaire à Châteaubriand, il recherche à Nantes la compagnie de ses collègues. D'entretenir pour moi la spécificité d'un petit tribunal d'instance rurale. Donc c'est pour moi quelque chose qui est très important. Les inconvénients, enfin l'inconvénient, c'est l'isolement justement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de le rompre, il ne faut pas hésiter à aller justement vers un collègue avec qui échanger, avec qui discuter, avec qui voilà. On a un tel problème humain auquel on est confronté qu'il est très important de pouvoir. On appelle ça du débriefing, mais je crois qu'on en a tous besoin parce qu'on a. À l'instant, cela n'est que de l'humain finalement. C'est que des situations humaines qu'on a. C'est pas des situations complètement virtuelles ou théoriques. On n'est pas en train de se creuser la tête sur des cas pratiques. Ou voilà, c'est voilà. Je veux dire, le bonhomme, je l'ai en face de moi. C'est que ça. Donc. On a vraiment les mains dans le cambouis et on est vraiment dans la réalité. Je crois qu'effectivement, malheureusement, la justice intervient quand c'est trop tard. Donc on est devant les situations les plus extrêmes qui soient. Et ça, on se les prend de pleine face, ces situations-là. Je fais ça. C'est un peu la course en ce moment. Aujourd'hui, à Châteaubriand, le juge est en audience de surendettement. Ici, comme dans tous les tribunaux de France, les magistrats sont de plus en plus confrontés aux problèmes sociaux. Cet homme était déjà convoqué chez le juge Martineau il y a quelques jours. Un huissier lui réclamait des arriérés de paiement sur la pension alimentaire de son ex-femme. L'homme, lui, disait ne plus pouvoir payer. Aujourd'hui, il est à nouveau au tribunal pour l'examen de son dossier de surendettement. Finalement, au mois de janvier dernier, la commission a estimé que vous releviez d'une procédure de rétablissement personnel parce que vous étiez dans ce qu'on appelle une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire pas de capacité de paiement et pas d'évolution, pas de perspective d'évolution dans un avenir prévisible. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, vous releviez d'un rétablissement personnel? C'est-à-dire que entre deux, c'est comme passé pas mal de choses. J'ai été opéré du cœur, maintenant je suis au RMI. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas retravaillé? C'est-à-dire que je devais retravailler dans la région parce que je suis revenu dans la région parce qu'il y avait mes enfants, ça me manquait de ne pas pouvoir les prendre le week-end. Et au moment que je suis revenu dans la région, 2 jours après que j'ai loué une maison dans le coin, eh ben, il m'avait 3 pontages au cœur, j'étais opéré du cœur. Et votre état physique vous permettrait d'exercer une activité, vous pensez ou Normalement, les médicaments, tout ça, je prends pas. Que je prends, disons, n'a rien à voir avec la conduite, tout ça. Mais pour moi, ça va être moins physique. Parce que j'ai essayé d'en faire en usine, de faire mon travail. Ça n'allait pas. J'ai essayé de faire de la manutention en intérim, ça n'allait pas non plus. Ouais. Donc, j'essaie d'aller dans une autre banque. Et vous êtes en invalidité ou pas? C'est en cours de faire.
C'est en cours, il y a un dossier Cotorep qui a été Voilà. fait. Votre loyer s'élève à combien? 350 €. Percevez des allocations, logement, 220 d'allocation. Logement. Donc c'est-à-dire qu'il vous reste 130 € à peu près à vous à payer? Je paye pas parce que je suis en train de m'enfoncer. Avec 380 €, c'est pas possible. En plus, là, j'ai mon fils qui est parti de chez sa mère, qui a 15 ans et qui est venu vivre avec moi. Donc on est en train de faire les papiers. Fils de 15 ans? Oui. Qui a fugué de chez sa mère et qui ne veut pas y retourner. Au niveau de votre endettement, vous savez à combien il s'élève? On est 20 000 €. Même plus, hein. Il y a 40 000, quoi. 41 000 € de dette. On a à gérer le produit de la société et je dirais pas que cette situation me met en colère parce que je suis pas là pour faire du militantisme ou voilà, je suis là pour faire mon métier de juge. C'est plus un constat amer que je peux faire, voilà, faut que je retrousse mes manches et que j'utilise les outils qui me sont donnés pour finalement faire mon travail et remédier un peu à certains maux sociaux. Écoutez, on va faire comme ça. Je vais ouvrir donc le rétablissement personnel. Si vous avez des opportunités d'emploi d'ici là, n'hésitez pas à sauter dessus parce que ça fait un moment que vous les attendez. Hein. Donc n'hésitez pas, vous serez toujours dans une situation, même avec un plan de surendettement sur le dos, vous serez quand même en bien meilleure situation que vous l'êtes actuellement. La procédure de rétablissement personnel, ce nouvel outil offert au juge, peut aboutir à un effacement total des dettes et permettre à cet homme de prendre un nouveau départ dans la vie. Pour être juge d'instance, il faut aimer le contact avec les gens, il faut avoir envie d'aider les gens, il faut aimer aider les gens. Scalier est un peu casse-gueule. Finalement, c'est ça être juge d'instance. Il faut être un peu idéaliste, pouvoir passer du coq à l'âne, savoir prendre des dizaines de décisions chaque jour et les assumer, et surtout aimer se frotter à la vie des gens. Être un juge à tout faire, en quelque sorte. Si vous voulez vous asseoir, c'est comme vous voulez. Hein. Monsieur David, voilà, en fait l'histoire est un petit peu particulière, hein, c'est que vous aviez gagné 10 000 € un jeu à gratter, Vegas, et vous étiez présenté donc chez madame qui vous avait délivré ce billet pour empocher vos gains. Elle l'a passé dans la machine n'a pas fait le bip, qui aurait indiqué que le billet était gagnant, donc elle a déchiré le billet, et c'est là que vous vous êtes un peu énervé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur David? Il me semble que j'ai le droit, je suis énervé. Quand on touche la Cotorep, qui a 3 430 francs par mois. Si vous voulez, personne ne conteste le fait que cette personne n'aurait pas dû déchirer le billet. Et après, nous, ce qu'on vous reproche, c'est votre propre réaction à vous. Vous lui avez craché au visage en l'insultant de putain salope, c'est ça? Et puis ensuite, vous êtes revenu plusieurs heures après, un petit peu plus tard, en début de soirée, vers 19h, et c'est là qu'il y aurait eu une claque que vous lui auriez donnée. C'est faux. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes Je énervé? lui ai craché à la figure, c'est sûr. Est-ce que vous lui avez donné une claque? Non. Même à la fin, quand vous êtes débattu, quand des gens ont voulu vous mettre... Ils m'ont poussé et je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce qu'elle a produit un certificat médical où il y a une trace de coup quand même. Vous aviez consommé de l'alcool ce jour-là? Oui. Beaucoup? Non, 2 bières. Ça vous rend nerveux l'alcool? Oui. Des questions, madame le procureur? Pas de questions, monsieur le président. Bien, je vous écoute pour vos réquisitions. Malheureusement, c'est vrai que la victime n'a pas eu un comportement adapté au moment où monsieur David a souhaité retirer ses gains. Et c'est là où, à mon avis, vous avez dérapé, monsieur David. C'est qu'effectivement, si vous avez eu cette réaction tout à fait inopportune, c'est parce que vous aviez sans doute bu un petit peu trop d'alcool et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, votre comportement était tout à fait inadmissible. Cela justifie, à mon sens, que vous soyez sanctionné par 2 peines d'amende, 150 € pour les faits de violence contraventionnelle sans incapacité
et pour 80 € pour le bris des verres, dégradation légère. Merci Madame le procureur. Monsieur David, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Est-ce que... Oui, la petite, tu vas être contente. C'est qui la petite? C'est Gaucherotte de putain. Enfin, mesurez vos mots quand même ici, Monsieur David. Pourquoi elle serait contente, madame? Elle n'est même pas là pour demander des dommages et intérêts. Elle aurait pu vous demander des dommages et intérêts. Elle ne l'a pas fait. Le litige aujourd'hui, il n'est pas entre vous et Madame Lorraine. Le litige aujourd'hui, il est entre vous et le procureur de la République qui représente la société. Parce que ce que vous avez fait, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, vous n'aviez pas à avoir une réaction pareille. C'est une réaction qui n'est pas admissible. D'accord? Bon, vous les avez touchés, vos gains? Vous avez touché les 10 000 €? Oui. D'accord. Et ça m'a fait du bien. Bien, Monsieur David, donc vous êtes déclaré coupable et condamné pour les violences légères à une amende d'un montant de 150 € et pour les dégradations légères à une amende de 80 €. Voilà, vous pouvez y aller, Monsieur David. Merci. Comme tous les magistrats, Pierre-François Martineau n'échappe pas aux critiques sur la justice. Il ne nie pas qu'il y ait des dysfonctionnements. Mais depuis une certaine affaire ou trop, il a du mal à encaisser les reproches faits au juge. Quand on essaye de faire son travail le mieux qu'on peut, quotidien, qu'on ne ménage ni sa peine, ni son temps, ni sa vie de famille à ça, et que finalement on se fait traiter d'autocrate ou d'exécutant borné, ou de gens complètement dans une tour de verre coupés de la société. Voilà, moi c'est des critiques que je supporte pas. Ça affecte, ça fait mal. De toute façon, c'est pas un métier qu'on fait pour être aimé. C'est un métier qu'on ne doit pas faire non plus pour être aimé. Et de toute façon, on ne sera pas aimé. Pierre-François Martineau sait que pour avoir de l'avancement, l'usage veut que les magistrats changent régulièrement de tribunal. Mais pour le moment, il entend bien rester à Châteaubriand, juge d'instance.